Alors, je vais vous parler de l'enquête de l'année dernière qui a été menée. Donc, l'échantillon, c'était 398 répondants. Donc, ça va vous permettre de savoir un petit peu quels sont les profils de personnes qu'on peut rencontrer dans le milieu festif. Au niveau de l'âge, il n'y a pas photo. Majoritairement, on touche les 18-25 ans. C'est eux notre cœur de cible. Mais vous noterez quand même la présence des mineurs. On est presque à plus d'une personne sur 10 qui sont mineurs, parfois dans des lieux qui sont pas forcément accessibles pour eux, voilà, interdits aux moins de 18 ans. Et puis ça posera, comme on le verra, la question aussi de l'accès aux produits avec des gens qui ont des pratiques de consommation plus importantes, qui ont une expérience des produits. On a des gens qui peuvent arriver, être dans des groupes avec déjà des fortes consommations alors qu'ils ne sont encore pas, enfin, qu'ils sont toujours mineurs. Mais je ferai remarquer quand même que la fête est plurielle, puisqu'on remarque aussi la part importante des 26-30 ans et des 31-40 ans. Donc ça veut dire qu'on touche quand même une large frange. À partir au-delà de 40 ans, c'est quand même beaucoup plus rare de toucher ce public-là. Au niveau des sexes, là aussi c'est très intéressant. Alors le public trans, on le touche très peu. C'est vrai que la fête est quand même très métissée. Et peut-être que c'est un public aussi qui ne vient pas au stand. Enfin, ça, c'est aussi des choses qu'on peut interroger. Par contre, au niveau des sexes, majoritairement, dès qu'on parle de produits, on touche vachement les mecs. En fait, ils ont plus de facilité à parler en fait de produits. C'est vrai que juste si je ramène ça au milieu festif, l'image des femmes dans le milieu festif qui consomment, c'est super mal perçu. Où est-ce que les gens habitent? On a de la chance. On fait une enquête en Rhône-Alpes. Majoritairement, les gens habitent en Rhône-Alpes. Pourquoi est-ce qu'on a posé cette question? C'était aussi pour voir s'il y avait des flux. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des gens qui viennent d'autres régions? Ça veut dire conduite véhiculée, les retours de soirée, comment ça se passe? Donc là, on peut aussi avoir des problématiques. On voit que majoritairement, on touche des gens qui sont de la région. L'orientation sexuelle, pas de grande surprise non plus. On a à peu près notez les non définis, c'est toujours ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. Alors ça peut être aussi des mineurs qui sont dans ce cas-là. On touche à peu près 10% de public lesbien, gay et bisexuel. Et puis la majorité quand même reste encore les hétérosexuels. Sur les lieux que le public fréquente. Alors ça c'était intéressant pour nous parce que chaque structure intervient dans des environnements festifs particuliers. Et c'était intéressant de voir s'il y avait des flux entre ces environnements-là. Ce qu'on constate, c'est que majoritairement, les festivals arrivent en tête, des événements les plus fréquentés par notre public, les salles de concert et les bars. C'est intéressant de voir que les bars dans le milieu festif, c'est pas forcément là où on est le plus présent. Ça permet de dire une chose, c'est pas parce qu'on n'est pas présent dans ces environnements-là qu'on ne touche pas ce public-là qui est présent dans d'autres événements. Les discothèques, ensuite, alors c'est assez intéressant parce que toutes nos structures quasiment ne vont pas en discothèque. Et pourtant, un tiers des personnes, on les touche quand même par notre présence. Les rave parties, free parties, voilà, de soirées techno, même je dirais en règle générale, un tiers aussi du public. Les soirées étudiantes, beaucoup moins, pareil, c'est un environnement où on ne va plus par choix. Le choix, il est simple, pourquoi? Parce que c'est un public qui ne respecte pas en fait les actions de prévention. Ils sont plus là pour s'amuser, pour délirer, mais par contre, dès qu'il y a un stand de prévention, généralement, soit vous battez avec un des étudiants dans la soirée, soit vous gérez les comas éthyliques, soit ils vous foutent le souk sur le stand. Enfin, voilà, j'ai eu aussi une intervenante féminine qui s'est fait ploter. Enfin, voilà, vous voyez un peu l'environnement, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Donc, on n'y va plus. Par contre, on est plutôt sur de la mise à disposition de matériel pour ces soirées. Et puis, alors dans autres, on retrouve énormément les soirées privées à domicile. Voilà, c'est ça surtout qui a été mentionné. Sur la fréquence de consommation d'alcool, donc là on est sur l'alcool en soirée, eh bien on est plutôt avec des consommations régulières d'alcool. Alors régulières d'alcool, ça veut dire quasiment à chaque soirée. Si je résume, à chaque fois qu'il y a une soirée, hop, je consomme systématiquement de l'alcool. Alors sur les types d'alcool qui sont consommés, on va retrouver la bière, bien sûr, en premier lieu. Alors la bière, pourquoi? C'est simplement l'alcool le moins cher. Si je résume, c'est en termes de prix. Ensuite, on va retrouver les alcools forts à quand même 55%, donc plus d'une personne sur deux déclare consommer comme des alcools forts. Notez aussi la place du vin qui a quand même changé un peu d'image. Le vin, c'était soit dans les milieux chics, soit c'était les plus âgés. Aujourd'hui, le vin, on le retrouve chez les mineurs, chez un public beaucoup plus jeune. Si je prends les trois premiers types d'alcool consommés, étant donné les taux, notamment pour alcool fort et bière, on peut déjà dire qu'il y a des mélanges, puisque les gens déclarent consommer plus que la moitié. Ensuite, on retrouve beaucoup les cocktails. Donc, les cocktails, ils sont beaucoup appréciés, alors soit par la gente féminine pour le goût, le fait de ne pas sentir l'alcool, parce que c'est vrai que des fois, il y a aussi
Il y a un côté macho, masculin en fait lié à l'alcool. Plus on s'en met dans la tête, mieux c'est. Et comme je vous le disais, les femmes en fait ont une mauvaise image en termes de consommation de produits. Le cocktail aussi, il a une subtilité, c'est qu'il camoufle le goût de l'alcool par le sucre, sachant que le sucre accélère l'absorption de l'alcool dans le sang. Donc ça a aussi une fonction de défoncer plus rapidement. Le champagne, vous voyez aussi la place du champagne. Hein. Alors le champagne, c'est quand même plutôt un public snob plutôt, qui a plutôt les moyens. On en trouve un peu partout, mais c'est un public qui est présent, voilà, qui va prendre des tables VIP, qui va essayer de se démarquer. C'est quand même une clientèle qui n'est pas forcément la même que celle qu'on a l'habitude de voir dans les soirées. Les digestifs, enfin, occupent une position. Donc là, on est plutôt dans soit une logique de défense, soit une logique de se réchauffer, hein, parce qu'on a eu aussi des discours, voilà, ça nous réchauffe, ça. Donc là, je vous ai mis le nombre moyen de verres bu par soirée. Donc on leur posait la question, lorsque tu vas en soirée, à peu près, hein, quel est le nombre moyen de verres que tu prends? Alors, il faut retenir que l'Organisation mondiale de la santé, 1 à 4 verres, c'est la norme. Hein, c'est exactement pareil pour l'histoire des 3 verres d'alcool pour les hommes et 2 verres d'alcool pour les femmes. On dit qu'en milieu festif, c'est 1 à 4 verres. Donc on a 42%, ce qui veut dire qu'on a plus de la moitié des gens qui sont complètement au-delà de ce seuil-là. Notez les gens qui prennent 9 verres et plus, hein. Généralement c'est coma éthylique, c'est retour de soirée, enfin vous imaginez l'état un peu des gens, on est pratiquement à 20% des gens qui boivent plus de 9 verres. Mais puis on est quand même dans une majorité de 5 à 8 verres, donc ce qui veut dire que voilà, en fait on boit, hein. Il n'y a pas de mystère, ça boit. Les types, pourquoi j'ai mis type d'alcool consommé en soirée? Ah oui, en fait c'est pas type d'alcool, c'est la fréquence de consommation d'alcool. Donc pareil, on sait le nombre moyen de verres qu'ils boivent, mais est-ce qu'ils le font de manière régulière ou plutôt, voilà, c'est sporadique? Bon, majoritairement les réguliers, on voit que c'est quand même pas prédominant, donc c'est déjà rassurant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des stratégies de consommation, ça c'est quand même intéressant à noter. On est plutôt dans des consommations occasionnelles, voire des gens qui ne boivent pas. On a aussi des non-buveurs, on n'en parle jamais, mais il y a aussi des gens qui ne consomment pas. Ce qu'il faut noter, c'est que parmi les répondants, on a eu des gens qui déclarent ne pas avoir le permis de conduire. Donc ça, c'est intéressant, parce que eux, ça veut dire que toute la prévention alcool routière, ils n'en ont rien à taper. Ils consomment. Et puis on a quand même presque 2% de gens qui ont le permis suspendu à cause de l'alcool. C'est pas le nombre de personnes qui conduisent, la fréquence de conduite en état d'ivresse. Ah oui, c'est ça exactement. La fréquence de conduite en état d'ivresse, exactement. Merci. Parce que moi aussi je comprenais pas le titre, là je me suis dit j'ai un problème. Quels sont les problèmes de santé que les gens rencontrent? Les vomissements, hein, donc ça veut dire intensité des consommations. Et ça peut, voilà, hein, si on cherche après le coma éthylique dans les intensités, on est à 8%. Majoritairement, c'est des problèmes de vomissement, donc c'est des gens, voilà, qui boivent plus que ce que leur organisme peut accepter. On a des problèmes de blessures, bien sûr, les gens étant un peu, comment on dit, voilà, déchirés, quoi. Il y a des problèmes de locomotion, donc on peut se casser la gueule facilement, puis il y a une insensibilité aussi par rapport au corps, c'est anesthésiant, donc on peut se blesser aussi plus facilement. Les troubles digestifs, hein, donc ça, forcément, le fait d'avoir mangé, pas mangé, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais il y a quand même 21% des gens qui considèrent n'avoir aucun problème avec leur consommation d'alcool. Hein. Vous avez vu les taux de consommation, il y a quand même 21% qui considèrent qu'il n'y a pas de problème. Ce que je voulais mettre en avant, c'est que c'est plutôt des problèmes mineurs. Hein, si je les mets en avant, c'est des problèmes de consommation intensive, mais on n'est pas sur tout ce qui va suivre, le coma éthylique, les accidents routiers, les infections urinaires, les problèmes de foie, ça c'est des problèmes plus graves. Les fréquences de consommation du tabac. Alors sur le tabac, on est plutôt sur des fumeurs réguliers, hein, plus de la moitié des gens qui ont répondu sont des fumeurs réguliers. Les fumeurs occasionnels, donc ce sont ceux qui fument par exemple que en soirée. Une partie des gens qui consomment, voilà, qui consomment de cette manière-là. Et puis les non-fumeurs, donc qui représentent quand même une part non négligeable. Il faut savoir aussi que la loi sur le fait de ne pas fumer dans les lieux festifs, ça a permis aussi aux non-fumeurs de refaire la fête un peu plus, ils apprécient de refaire la fête dans ce cadre-là. Le type de tabac qui est consommé, pas de surprise, hein, les cigarettes voilà, vendues chez le buraliste hein, sont les plus consommées, mais on remarque aussi que finalement c'est autant, consommé comme de manière importante au même titre que les roulés. Donc là, on voit qu'il y a des problèmes financiers qui commencent à émerger à ce niveau-là. On a aussi les gens qui aiment la pratique de rouler, hein. C'est un peu le rituel, la sensation de rouler. Des gens qui n'aiment pas le filtre aussi, tout simplement.
Donc ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que les gens alternent ces consommations-là, étant donné les chiffres qui dépassent les 50%. Ensuite, à moindre mesure, on va retrouver la chicha. Alors dans la chicha, on va retrouver soit des gens qui sont partis à l'étranger, soit des gens qui fréquentent les bars à chicha, surtout quand c'était à l'époque la mode. Et puis on va retrouver là les mineurs. C'est surtout par là qu'on les retrouve. Ils n'ont pas le sentiment de fumer du tabac. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que la chicha n'a pas une connotation tabac. Le cigare, donc là on va tomber sur des publics beaucoup plus âgés, la pipe aussi, hein. Là c'est vraiment j'ai envie de dire le père de famille, le papy, voilà. Dans autres, on a trouvé le tabac à chiquer. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas proposé, et je pense que si on l'avait proposé, on aurait eu beaucoup plus de réponses. On voit qu'il y a une augmentation en fait de la chic, hein. J'ai encore eu des témoignages sur Briançon aussi, donc c'est pas que chez nous, mais apparemment chez les plus jeunes et chez les sportifs, tabac à chiquer. Personne âgée là chez moi, on les croise moins en soirée. Sur le sentiment de dépendance, alors on leur posait la question, est-ce que vous avez le sentiment que demain vous pourriez arrêter facilement ou pas facilement votre consommation de tabac? Bon, ben, on voit que quand même le sentiment de dépendance il est exprimé, on est à plus de 60% des gens qui expriment cette dépendance, et puis on a quand même quasiment 10% de gens qui ne savent pas. Alors majoritairement, bien qu'on puisse dire que c'est important aussi de dire ça par rapport au tabac, parce que c'est vrai que sur le stand on n'a pas beaucoup de choses par rapport au tabac, si ce n'est même pas un faille d'information, d'ailleurs là-dessus on n'est encore pas bien au point. Mais finalement, on en parle très peu et pourtant, il y a quand même des ressentis ou des difficultés qui peuvent être exprimés par le questionnaire. Sur les problèmes de santé, toujours pareil, dès qu'on parle de problèmes mineurs, il n'y a pas de problème, hein. L'atout étant la problématique majeure qui est exprimée, il y a quand même beaucoup de gens qui déclarent ne pas avoir de problème de consommation. Donc là, ce ne sont que les fumeurs, hein. Je précise, il n'y a pas les non-fumeurs là-dedans. Et ensuite, dès qu'on arrive sur des choses un peu plus graves ou chroniques, des troubles respiratoires, vous voyez, on est sur 25%. Donc, ce qui est chronique quand même, c'est quand même quelque chose qui ressort. C'est un fumeur sur 4 croisé en milieu festif qui a des problèmes chroniques de bronchite ou d'angine. Donc, c'est quand même pas rien. Tout le reste, on est quand même loin et le cancer, vous voyez, encore plus, quoi. Donc, ça me permet de dire aussi que toute la publicité ciblée sur les risques cancer et je sais pas quoi, ça marche pas puisque le public se sent pas concerné par ces problématiques. Quels sont les leviers en fait? Qu'est-ce qui pourrait faire arrêter les gens de consommer du tabac? Majoritairement, ce serait une dégradation de leur santé, des problèmes de santé, hein. Ça, c'est le truc en fait, le signal d'alarme qui ferait que j'arrête. Autre chose qui est intéressante, c'est la volonté. Donc vous avez vu qu'il y a 60% de gens qui se disent dépendants, mais je vais arrêter par la simple volonté. Donc il y a une espèce de paradoxe entre dépendance et volonté d'arrêter cette dépendance. L'argent, donc bah voilà, hein, ça c'est toutes les hausses de tabac, donc là on voit aussi que ça a un impact sur une partie du public. Les femmes enceintes aussi, donc la grossesse bien sûr, par rapport à l'enfant, une plus grande attention, comme les enfants en bas âge. Ça c'est pareil sur le tabagisme passif. Le sport aussi, la pratique sportive qui diminue la performance, les problèmes de souffle, ce genre de choses. L'entourage pareil pour les problèmes passifs, de tabagisme passif. Par amour, donc voilà, si une des personnes dans la relation en fait n'est pas fumeur, ça peut aussi inciter l'autre à arrêter. Et puis vous voyez que le reste c'est très mineur, hein, les problèmes de sexualité, le travail, aucune raison, donc on voit que c'est même très loin. Les médicaments, alors ça c'est très intéressant parce que les médicaments en fait, comme on va le voir, je peux déjà vous le dire sur le côté, vous voyez que l'usage des médicaments dans le milieu festif est plutôt détourné de son usage premier. Il y a un tiers des gens qui l'utilisent dans un cadre médical. Par contre, tout le reste des gens l'utilisent pour généralement contrer les effets des autres produits qui ont pu être consommés. Donc, et puis on voit que c'est pas non plus une consommation excessive, hein. Il y a quand même plus quasiment 70 personnes qui n'ont jamais consommé ces médicaments au cours de leur vie. Dans les consommateurs de médicaments, on va retrouver les antidépresseurs, hein, qui sont consommés. Donc, comme je vous disais, généralement antidépresseurs, somnifères anxiolytiques, on les trouve en redescente de produits, c'est-à-dire plutôt en fin de soirée pour retrouver le sommeil, se calmer, ce genre de choses. Ensuite, il y a la buprenorphine et la méthadone, c'est des traitements substitution opiacés. Pareil, qui sont, alors là c'était plutôt des usages médicaux, hein, c'est plutôt des gens qui sont dans un usage médical, mais on commence à se rendre compte que l'usage détourné, la buprenorphine ça faisait un moment que c'était détourné, mais la méthadone aussi, on commence à la trouver de plus en plus sur le marché noir. Et puis ce qu'on a appelé dysfonction érectile, c'est le Viagra en fait, hein, et tous ces, voilà, Viagra, Cialis, Levitra, toutes ces choses-là. Le sentiment de dépendance par rapport aux médicaments, donc là on voit le contraste avec le tabac tout à l'heure, c'est qu'il n'y a absolument pas un sentiment de dépendance pour les gens qui ont pu consommer ce type de produit. Sur les problèmes de santé, c'est pareil, on a plutôt des gens qui ne considèrent pas avoir de problème de santé, et c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des
médicaments qui sont faits pour l'insomnie ou la dépression qui arrivent dans les problèmes de santé. Donc ça veut dire que des gens qui n'avaient peut-être même pas ces problèmes-là, en consommant ces médicaments, on se retrouve avec ces problèmes-là. Les drogues illicites. Alors, les drogues illicites, c'est toujours très compliqué de faire une enquête sur la drogue illicite. Alors, non seulement parce que les choses évoluent, on a des drogues qui n'arrêtent pas de changer de législation. Je pense aux poppers notamment. Un coup, il est légal, un coup, il n'est pas légal. Les energy drinks et la Red Bull et compagnie, c'est pareil. Un coup, c'est légal, un coup, ça ne l'est plus. Donc, on a essayé de cibler, on va dire, sur les drogues classiques, hein, que nous, on voyait le plus. Donc il n'y a pas photo, hein, comme dans la population française en règle générale, le cannabis arrive en tête, hein, c'est le produit le plus consommé, on est à plus de 80% des gens, là on est sur les expériences au cours de la vie. Le poppers ensuite arrive en deuxième position, donc là vous avez le top 50, j'ai envie de vous dire, des produits les plus consommés dans le milieu festif, enfin les gens qu'on a pu rencontrer. Les champignons arrivent en forte position aussi, l'ecstasy et la cocaïne, voilà si je prends ces 5-là, cannabis mis à part, popper, champignons, ecstasy, cocaïne, c'est les 4 drogues, on va dire, les plus fréquemment qu'on rencontre en milieu festif. C'est aussi sur ces 4 drogues qu'on travaille le plus les bad trips. Hein. Vous remarquez que c'est les drogues de synthèse aussi qui apparaissent là. Hein. Ensuite, on va retrouver les amphétamines, le LSD, qui est plutôt confiné quand même à un milieu bien spécifique. Alors, amphétamine, on va le retrouver pas mal en free, mais on va le retrouver aussi dans le milieu punk, par exemple. C'est vraiment des drogues qui sont plutôt confinées. Le LSD, c'est un peu pareil. On va retrouver ça beaucoup dans le milieu rock aussi, milieu techno, mais pas dans tous les milieux. La kétamine, les solvants, l'héroïne, c'est pareil, sont plutôt des drogues qui sont quand même très spécifiques. Les solvants, on va dire que c'est plutôt les plus jeunes, hein, c'est plutôt des expériences quand les gens étaient mineurs ou adolescents, de détourner les produits ménagers, voilà, de ce qu'il pouvait y avoir à la maison. La kétamine, là par contre, on est plutôt sur des gens qui ont quand même une connaissance des produits. C'est pas n'importe quel type de consommateur qui est à ce niveau-là, c'est quand même des effets qui sont assez puissants, assez forts et tout le monde n'apprécie pas ces effets-là. Et on la retrouve, ça on peut le voir en croisant un peu les données, autant dans la rue que dans le festif, hein, ce produit-là. Salvia, ça me permet d'introduire aussi un peu ça, tout ce qui est un peu drogue hallucinogène, plante hallucinogène, et alors je dirais aujourd'hui plus ça a une connotation chamanique, exotique, plus c'est consommé. Il y a une attirance en fait pour ce qui est un peu autre, l'ayahuasca, enfin voilà, tout l'iboga, ce type de produit-là. Le crack, alors nous on le mentionne sous le mot de crack, mais en milieu festif on parle de cocaïne basée. Le crack, ça a mauvaise réputation, hein, c'est toujours pareil. L'héroïne, c'est pareil, on ne parle pas d'héroïne, on parle de rabla. On change un peu les termes. J'ai eu moi des usagers qui venaient au stand qui ne consommaient pas d'héroïne, mais ils consommaient de la rabla. Des gens qui consomment de la MD, mais pas d'ecstasy. Enfin voilà, on a aussi des gens qui consomment donc de la coke basée ou de la freebase, mais pas de crack. Donc on voit aussi qu'il y a une sorte des fois de méconnaissance, un peu des choses un peu... ça nous permet aussi de nous dire qu'ils ne sont pas informés hein, sur certains produits, surtout quand on a ce type de réaction-là. À noter quand même que tous les produits qui font peur ou qui ont mauvaise réputation sont plutôt vers la fin. L'héroïne, hein, le volet, l'image du junkie, on prend Trainspotting un peu comme image, voilà, ça renvoie un peu à le crack, ça renvoie au 18e avec les crackers, enfin toutes les problématiques sociales précaires, l'addiction rapide, enfin toutes ces choses-là qui peuvent avoir lieu. Le GHB, la drogue du viol, hein, dont on entend parler dans les médias, qui arrive aussi par là. Et puis la datura, donc c'est assez intéressant aussi. On a un fly sur la datura, c'est un des fly les plus pris, mais on se rend compte que c'est pas forcément les consommations les plus importantes, mais il intrigue. Et en fait, souvent les récits qu'on a par rapport à la datura, c'est des gens qui ont eu des très mauvaises expériences, hein, très souvent. Sur la fréquence de consommation, donc je vous ai mis par produit en fait, et notamment les produits les plus importants, hein, donc au-delà des 20%. Donc le cannabis, c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que les fumeurs de cannabis ne sont pas forcément des fumeurs réguliers. On a la moitié des gens qui sont réguliers, et puis le reste qui a une consommation, tantôt mieux festif, tantôt quand j'en ai un peu envie. On a aussi des gens qui ont eu une seule expérience de cannabis, et puis des gens qui ont arrêté. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est ce qui est en noir. On a quand même beaucoup de gens qui ont expérimenté, eu des consommations régulières, et puis à un moment donné, clac, ils se sont arrêtés. Ça nous permet de justifier une chose par rapport aux politiques, c'est de dire que tous les gens ne sont pas dépendants, quoi. Enfin, c'est déjà un argument qui est quand même assez important. Le fait aussi de voir qu'il y a des consommations régulières et occasionnelles, ça nous permet de dire qu'il y a aussi des stratégies de consommation. Et ça, c'est pareil, on a tendance généralement à dire, voilà, les gens prennent une drogue, ils sont dépendants, point barre. Enfin, il y a une espèce de lien en fait qui se fait comme ça, et on ne prend pas en compte toutes ces stratégies de consommation. J'ai bien mis exprès toutes les drogues pour vous montrer que toutes les drogues, il y a ces stratégies de consommation, voire d'arrêt. Les modes de consommation, ça aussi c'est important. On a toujours l'image, si on parle drogue, on voit une injection, un shoot. Hein, c'est un peu dans l'imagerie populaire, c'est un peu ce qui ressort le plus. Majoritairement, on a des fumeurs, donc c'est intéressant, on avait 80% de fumeurs de cannabis, ça veut dire qu'il y en a qui fument autre chose que du cannabis.
Mais les deux consommations qu'on va voir le plus et qui nous posent le plus de problèmes en prévention, c'est le fait d'ingérer, hein, donc l'alcool fait partie de tout ça, et sniffer. C'est vraiment ces pratiques-là en fait qui sont pour nous les plus visibilisées, hein, on en parlait tout à l'heure, et qu'on voit le plus au stand. La fume, c'est vrai que c'est pas forcément la chose dont on va parler le plus, si ce n'est par les pipes à crack, voilà, chasser le dragon, voilà, ce genre de choses. Mais on n'a pas d'outils pratiques pour parler de la fume. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des tonkers pour les fumeurs de bédo. Ça va peut-être amener une discussion ou des choses qu'on n'a pas autour de la fume. Par contre, vous remarquez la place de l'injection, on est à 7% d'injecteurs. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, consommation cachée, non visible. Et je dirais même pointer du doigt, on a vu des gens se faire lyncher en soirée parce que d'un seul coup, ils visibilisaient cette pratique-là. J'ai même eu une remarque il n'y a pas très longtemps, mieux festif, quelqu'un qui me disait qu'il chassait le dragon en fait avec de l'ecstasy, enfin de la MDMA. Donc chasser le dragon, en fait, c'est prendre une feuille d'aluminium, c'est chauffer en fait la feuille et c'est avec une paille inhaler les vapeurs en fait émanant de ce produit-là. Et ben cette personne faisait ça avec de la poudre d'ecstasy, en fait de la MDMA, et en fait, une personne qui l'a vu dans la soirée lui a dit « Ah mais t'es un junkie !» Parce que même chasser le dragon, cette pratique est considérée comme… Ils pensaient que c'était de l'héroïne. Ils n'ont pas cherché à savoir quel produit c'était. Il y a des pratiques qui sont montrées du doigt. La difficulté, en fait, c'est qu'on a aussi des organisateurs de soirées, hein. On en a un en particulier. Il ne voulait pas de roule-tapaille dans sa soirée. Lui, il voulait des capotes, des éthylos, un peu d'infos, mais pas de roule-tapaille. Bon, on a écoulé tout le stock de roule-tapaille sur la soirée, donc ce qui nous a permis de lui dire, tu vois, il y a un public consommateur, quoi. Le partage de paille, c'est quelque chose qui est important parce qu'on a un petit blog qui s'appelle les roule-tapaille et Valérie vous parlait tout à l'heure des risques de contamination VIH mais aussi hépatite C, hein, c'est quand même majoritairement ça qui explose chez les sniffers. On voit quand même qu'il y a encore 44% des gens qui nous fréquentent, hein, donc qui viennent au centre de prévention et qui continuent de partager les pailles. Donc ça veut dire que le message, il a du mal à passer encore. Il y a encore du boulot à faire. Alors, les problèmes de santé rencontrés par les gens qui consomment des drogues illicites, les bad trips, hein, c'est bien ce qu'on expliquait tout à l'heure. Les bad trips, c'est, en gros, je consomme mon produit, même si je suis un habitué, je peux me faire surprendre par un nouveau produit, je ne connaissais pas forcément l'effet, j'en ai trop pris, enfin voilà. Ça, c'est tout ce que nous, on gère le plus au stand. C'est vraiment, en soirée, notre travail, il tourne énormément à partir de ça, à partir d'une certaine heure aussi, hein. Ouais, c'est la spécificité, effectivement, aussi du PFRA. Les vomissements, on en parlait tout à l'heure, hein, voilà, les problèmes de santé aussi dus au produit, le nombre de gens qui prennent un produit qui n'ont rien mangé, qui n'ont pas bu, on a aussi pas mal de soucis à ce niveau-là. On a quand même 34%, donc un tiers des gens qui n'ont jamais eu de problème avec un produit. Donc on est encore dans ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas systématiquement associer consommation de produits, problème. Les angoisses, donc ça va être aussi lié au bad trip, hein, des gens qui à un moment donné ne gèrent pas, ont peur, ont envie que ça s'arrête, voilà, ça va aussi amener toutes ces angoisses. L'amnésie, voilà, des gens qui ont trop pris de produits, au bout d'un moment ils ne se rappellent plus de la soirée, ils ne savent même plus comment ils sont rentrés chez eux, ce genre de choses. Les maux de ventre, hein, c'est souvent dû aussi à ce qui a pu être mangé ou pas avant. Les problèmes de tension, les problèmes de respiration, de bronchite, voilà, et j'en passe. On s'est interrogé aussi sur le lien entre la pratique sexuelle et la prise de produits. Parce que on donne beaucoup de préservatifs en fait en milieu festif, mais on parle très peu de sexualité si on regarde bien. Les gens prennent des capotes en disant au cas où. Si je résume, c'est un peu ça. Donc du coup, on s'est dit, étant donné l'importance des consommations, est-ce qu'il y a des interactions entre la sexualité et cette prise de produits ? Il n'y a pas photo sur l'expérimentation d'un produit dans le cadre de la sexualité. L'alcool arrive en tête, hein, ça c'est quelque chose qui est important. Le cannabis, on est quand même sur la moitié des fumeurs de cannabis qui associent cannabis et pratiques sexuelles. Et puis après, on va retrouver d'autres produits. Donc la cocaïne, hein, qui a cette image sulfureuse de sexualité débridée, intensive, toutes ces choses-là. Il y a quand même 22% des gens qui ne déclarent n'avoir jamais de consommation de produits dans le cadre de leur sexualité ou consommer des produits mais pas dans le cadre de la sexualité. Là, ce qui nous a un peu étonné, c'est les energy drinks qui sont arrivés comme ça. C'est-à-dire, je consomme une energy drink dans le but d'avoir un rapport sexuel. On est bien dans ce rapport-là. Donc ça veut dire qu'il y a une logique de performance. N'oubliez pas aussi qu'aujourd'hui, la publicité a tendance à rapporter ça à la performance. J'ai même trouvé une canette d'energy drink qui rapportait ça en fait au spermatozoïde. Il y a un petit spermatozoïde sur la canette qui disait performance. Donc voilà, chez les plus jeunes, ça marche. Chez les plus jeunes. L'Exta, l'Exta est connu pour être une drogue love, hein, une drogue de l'amour. Donc
une drogue qui va prolonger les préliminaires, qui va rendre ça beaucoup plus sensuel, voilà. Donc on la retrouve quand même pas mal là. L'amphétamine, bah là on est plutôt sur l'endurance, la durée, la performance. Le poppers, bon bah là le poppers, c'est pas un mythe, hein, dans le milieu gay c'est très connu le poppers parce que c'est un vasodilatateur, mais le poppers c'est étendu à l'ensemble de la population aujourd'hui qui aussi le consomme dans ce cadre-là. Mon collègue qui bosse en milieu libertin ou qui a pu croiser des pratiques folles, le poppers on peut le retrouver assez facilement. Ensuite, bah voilà, plus on descend et plus on trouve des produits qui vont poser problème. Les hallucinogènes, c'est un peu compliqué hein, dans le cadre de la sexualité. Je raconte toujours en formation, j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit j'ai baisé avec le diable. Donc imaginez le truc, le traumatisme que ça peut amener à un rapport sexuel avec des hallucinogènes. Bon voilà, bah, après l'héro, le crack, ça va être aussi fonction du nombre de gens qui ont déjà consommé ça. Remarquez quand même la place des aphrodisiaques, hein, on a quand même 10% des gens qui croient hein, sur les aphrodisiaques achetés en sex shop. Je me suis renseigné une fois sur la petite pilule là, qui s'appelle le Startup, hein, qui est à la fin. Le Startup, en fait, quand vous regardez tout ce qu'il y a là-dedans, il n'y a rien, il y a tout sauf quelque chose qui est, je sais pas, on trouve du réglisse, enfin des choses qui sont, voilà, c'est vraiment de l'arnaque, quoi, si je résume. La fréquence de la pratique sexuelle en lien avec les produits, elle est plutôt occasionnelle, hein, 73%, donc c'est plutôt rassurant aussi de se dire qu'il n'y a pas une association systématique non plus à ce niveau-là. Les rapports non désirés, donc ça c'est important aussi. Est-ce que le produit peut amener une soumission chimique, un viol ou ce genre de choses? Donc ça nous intéressait aussi de le savoir. Ben, c'est quand même, on remarque quand même qu'il y a quand même 17% de gens qui déclarent avoir des rapports non consentis dus à la prise de produits. Plutôt des filles, majoritairement, qu'on croise les données. La fréquence des prises de risques, on va poser la question, est-ce que vous avez le sentiment, dans le cadre de votre sexualité, en prenant un produit, de prendre davantage de risques? Le risque occasionnel ou régulier apparaît quand même vachement de manière importante. Donc il y a quand même un sentiment d'oublier la capote, ce genre de choses par rapport au produit. Alors après on s'est intéressé bien sûr au rapport à la prévention, à la réduction des risques, c'est-à-dire comment toutes ces personnes-là en fait vont s'informer, vont utiliser des outils de réduction des risques. Alors déjà comment est-ce que les gens s'informent? Donc on voit que majoritairement les gens vont consulter leur entourage. Donc l'entourage c'est le moyen d'information le plus fiable. Les médias, alors les médias ça pose aussi un problème parce que comme on le sait les médias, il y a des médias qui véhiculent des informations objectives puis il y a tout un tas de rumeurs. Si on prend je sais pas les journaux, des fois on va parler de drogue du viol, on va s'alarmer. Donc on a aussi un public qui va qui va mélanger un petit peu ces informations là. Les brochures, donc c'est tout ce qu'on donne sur les stands, on est quand même quasiment à 40%, donc on voit l'importance de l'information sur les stands de prévention. C'est quelque chose qui est quand même grandement recherché. L'expérience personnelle, alors ça c'est assez intéressant, c'est comment je m'informe, je teste et puis d'après ce que j'ai testé ou ce que j'ai vécu, voilà mon information. Donc je vais calquer mon expérience à moi, très personnelle, subjective, à tout le monde. Des choses un peu comme ça aussi. Les pairs, donc on en parlait tout à l'heure, de la prévention par les pairs, c'est important. On va consulter d'autres usagers pour se renseigner, savoir comment ça se passe, s'ils ont vécu ou pas des bonnes choses. La prévention, donc on touche quand même presque un tiers des gens, donc c'est quand même pas anodin, elle a quand même sa place dans le milieu festif. Et puis on a une partie des gens donc, qui vont avoir accès à la prévention au travail, au milieu scolaire, donc au travail de la médecine du travail. Il peut y avoir aussi des formations qui sont menées dans le cadre de l'entreprise. Au milieu scolaire, c'est toutes les actions au milieu scolaire auprès des élèves, ce genre de choses. L'infirmerie, en milieu scolaire aussi, qui joue un rôle important. Les ouvrages scientifiques, on a une partie des gens qui sont qui aiment bien se prendre la tête comme nous avec des chiffres et qui vont aller un peu plus dans le détail et puis vraiment se renseigner des choses. On a des gens, c'est des véritables bibles. Vous parlez avec des usagers, ils vous citent tous les ouvrages, toutes les stats, ils en savent presque plus que nous à certains niveaux. On a très peu de gens qui ne s'informent pas, donc ça c'est plutôt rassurant. Parmi tous les outils de réduction des risques que nous on peut diffuser, quels sont ceux qui peuvent être utilisés? Majoritairement, les gens en fait ont déjà utilisé des éthylotests. Mais on voit quand même que ce n'est pas la majorité des gens. Donc vous avez vu les consommations d'alcool et combien de gens ont utilisé un éthylotest. Quand vous croisez, ça veut dire qu'il y en a un bon paquet qui n'ont rien affiche, quoi. il y a un quart de gens qui n'utilisent pas d'outils de réduction des risques du tout. Les roulettes à paille, donc une personne sur 5 utilise des roulettes à paille. Le sérum physiologique, ça sert en fait, nous on l'utilise pour se rincer le nez. Donc là, je pense que si le pourcentage est augmenté, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui l'utilisent pour se rincer les yeux aussi. Les réglettes alcoolémie, après tout le reste, on voit que c'est quand même très faible. Notez la présence du testing, qui est quand même assez importante, c'est 4%. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont connu le testing avant qu'il soit interdit en 2004-2005.
parce qu'en fait, avant, les associations de prévention faisaient du testing, et donc ce sont plutôt des anciens consommateurs qui ont été en rapport avec ces personnes-là. Je note aussi quelque chose, c'est que du testing se vend sur Internet, donc on peut aussi acheter du testing sur un site étranger. Je le dis toujours, ça s'appelle le EZ-Test, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc les gens se procurent aussi du testing. Dans le dernier questionnaire qu'on est en train de faire, on voit qu'il y a 10% de gens qui ont déjà acheté du testing sur Internet. Exactement. Les Carudes nous ont tué le testing. Alors, là, c'est plutôt le rapport aux soins. Ce qui nous intéresse aussi, voilà, on parle d'usagers récréatifs, mais est-ce qu'il y en a qui ont des problématiques un peu plus poussées? Bon, bah, vous voyez que 44% des gens estiment qu'ils n'ont pas besoin de fréquenter une structure de soins. Donc, c'est des gens qui considèrent, en tout cas, que ces structures-là, soit ne leur correspondent pas, soit ils n'en ont pas besoin du tout. Il y a 25% des gens qui ne s'identifient pas, en fait, à ces structures-là. Donc, c'est pour les tox, c'est pour les alcooliques, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, vous voyez tout de suite comme les chiffres baissent dès qu'on arrive sur les choses. Donc, il y a 6% de gens qui disent oui, j'ai déjà accompagné quelqu'un dans une de ces structures de soins. Et puis, quand on pose la question, note aussi les 3,5% de gens qui ont peur d'y aller, hein, donc c'est pas énorme non plus. Et majoritairement, bah, après, on va retrouver des gens qui ont fréquenté les structures spécifiques sur les drogues, donc ce qu'on peut appeler les ambulatoires. Donc, c'est des structures où on va pouvoir rencontrer un personnel de soins, parler de sa consommation, essayer de réduire les risques, avoir un traitement de substitution, ce genre de choses. Vous voyez que tout le reste, l'alcool, le tabac, la police judiciaire, les centres thérapeutiques résidentiels, sont ce qu'on appelle les post-cures, ou alors les consultations jeunes consommateurs dont on nous fait l'éloge qui fonctionnent à merveille, 2,3% des gens les fréquentent. Ce qui veut dire une chose pour le public festif, le public festif ne fréquente pas les structures de soins existantes. Alors, comme on vous le disait, on émet des recommandations. Donc, on a émis des recommandations par rapport aux substances psychoactives. Donc déjà, ça vous donne aussi un ordre d'idée. Si un jour vous voyez des choses qui ne se font pas dans le milieu festif, on saura que si ce genre de règles ne sont pas respectées, ce sera contre-productif. Donc déjà, le problème, c'est ce qu'on a dit, il ne faut pas réduire les messages de prévention seulement au risque routier par rapport à l'alcool, puisqu'il y a tout un tas de publics qui n'a pas le permis, qui se fait accompagner, donc qui vont en avoir rien à foutre en gros de ce message-là. L'autre chose, c'est qu'il faut plutôt produire des documents d'information spécifiques sur le tabac, parce que comme on le disait, en milieu festif, il y a énormément de consommateurs de tabac, il y a des gens qui se considèrent être dans la dépendance, et pourtant on a peanuts à ce niveau-là. Il faut porter une attention particulière au milieu festif à la consommation de médicaments en dehors d'un traitement médical. Donc comme on l'a vu, il y a des usages détournés, mais pareil, on en parle très peu. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez aujourd'hui. Faut qu'on produise des outils de prévention relatifs aux poppers. Donc celui-ci a été fait par Kips Manning. Aux energy drinks, on n'a rien non plus là-dessus. Au vu de la popularité donc, de ces consommations auprès des publics festifs, il faut aussi qu'on réfléchisse à des outils de réduction des risques pour les publics gobeurs, hein, pour ceux qui ne fument pas, qui ne sniffent pas et qui ne s'injectent pas, on n'a aucun outil pour eux. Et notamment donc, pour les usagers de drogues de synthèse. Il faut qu'on impulse aussi une réflexion sur les pratiques à risque des substances psychoactives. Donc, tout n'est pas à risque, hein, comme on a pu le voir. Il y a des consommations qui ne posent pas de problème, d'autres oui. Et enfin, il faut qu'on produise des documents relatifs à l'ensemble des outils de réduction des risques. Donc, c'est ces fameux modes d'emploi dont on parlait tout à l'heure. On a, par exemple, on parlait de protection buccale. Il n'existe pas de notice de la protection buccale sur nos stands. Les dernières recommandations, c'est celle par rapport aux IST à la sexualité. Alors, la première chose que nous, on doit faire, surtout qu'on n'est pas du soin, on l'a rappelé, hein, c'est pas notre fonction première. Même si on peut relayer vers le soin ou des structures qui font du soin, enfin des professionnels qui font du soin dans nos structures, il faut déjà, dans un premier temps, qu'on valorise l'ensemble des lieux de dépistage. Pour nous, c'est important. Aujourd'hui, on a les CIDAC, des centres de dépistage anonymes et gratuits. Ça, c'est les lieux, on va dire, les plus connus. Il y a le médecin généraliste qui peut faire sur ordonnance auprès d'un laboratoire. Mais on commence à avoir d'autres choses qui se développent, comme les tests de dépistage rapide, qui sont faites aussi par des associations de santé communautaire. Et on commence aujourd'hui, donc ça c'est un gros débat, mais on commence à parler des autotests, donc le fait de se tester soi-même à domicile, quoi. Voilà, ça faut vraiment qu'on le mette en avant. Il faut qu'on crée aussi des brochures spécifiques sur des IST mal connus. J'en ai 3 en tête. L'herpès génital, il n'y a pas de brochure dessus. Le papillomavirus, et puis la chlamydia. Et la chlamydia, c'est une des IST qu'on rencontre le plus dans les dépistages qui peuvent être effectués auprès de la population.
Il faut qu'on porte une attention particulière en milieu festif au métissage des publics qui auparavant ne se croisaient pas ou peu. Le lube. Ah oui, oui, pardon. Oui, il faut valoriser l'utilisation du lubrifiant à base d'eau. Alors ça, c'est pareil, je ne l'ai pas mis dans les chiffres, mais on a des gens qui utilisent la salive, on a des gens qui utilisent l'huile de massage comme lubrifiant, hein. Donc sachant que la salive au niveau de l'hygiène, c'est pas top. Tout ce qui est huile de massage, du beurre, on a eu aussi des choses comme ça. Au niveau du préservatif, ça peut le rendre poreux et c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc voilà, le lubrifiant à base d'eau, faut vraiment, enfin, c'est notre mission de le valoriser. Il y en a qui chauffent, hein, enfin bref. Pour les acteurs sur la Haute-Savoie, il faut qu'on fasse du lien aussi avec les intervenants des IST, des sexualités qui interviennent en Suisse, hein, parce qu'on a pas mal de publics qui se croisent, on a pas mal de logiques transfrontalières, on a pas mal de publics de Suisse qui viennent et vice-versa, des gens de chez nous qui vont en Suisse, mais on n'a pas encore fait beaucoup de liens, donc on commence à travailler avec des associations comme Dialoguer, par exemple, au groupe SIDA Genève. C'est vraiment des publics, des professionnels de qui on se rapproche. Il faut considérer la protection buccale et le préservatif interne davantage aussi comme des moyens d'interaction. Donc souvent, ils sont moqués, ces outils. C'est vrai que sur un stand, on a des gens qui vont rigoler. Voilà. Donc le premier truc qu'on peut dire par rapport à ces outils-là, c'est si les gens ne les prennent pas forcément, ça crée un échange. Alors qu'un préservatif externe, généralement, les gens prennent, mais il n'y a pas forcément un échange qui va se nouer. Ça devient en fait voilà, on déconne, on rigole, machin, du coup, hop, on parle réellement de sexualité et on va un peu plus loin qu'avec le préservatif externe qui maintenant est bien rentré dans les mœurs quand même. Et puis, la dernière chose, il faut vraiment aborder le plaisir et la sexualité pour arriver sur le terrain des IST. Nous, on en a tiré le son au Tianti et toutes les structures de toute façon ont pu le voir. Si on aborde frontalement le VIH, l'hépatite C, la chlamydia, les gens, ils vont pas trop aller vers nous. On a fait un fly sex toys que tout le monde diffuse aujourd'hui. On aborde le plaisir en premier lieu. Bon, c'est le fly qui fonctionne le mieux sur nos stands à ce niveau-là.